Bonjour Didier, je t'en prie, installe-toi ici sur scène, sur ce desk. On te donne de magnifiques chaises justement ici. Merci à notre partenaire Opco Mobilité de nous offrir toujours des intervenants plus intéressants les uns que les autres pour nous reparler de leur métier lié ici à la mobilité. Alors toi, tu es PDG des entreprises fluviales de France, si je ne dis pas de bêtises. Tu as incarné un planning très chargé d'ailleurs. On m'a dit tu dois repartir relativement vite. Donc on va essayer d'être clair, concis pour que tu nous parles évidemment de ton métier. Avec Nanix qui va mener du coup l'interview. Il a préparé ça pour nous dans Let's Go. Je t'en prie Nanix. Bon déjà Didier, on se tutoie. Ça te va? On se tutoie. Ok. Est-ce que rapidement tu peux un peu nous donner le contexte de ton univers, le milieu du transport fluvial? Pour que les gens comprennent un petit peu ce que c'est, parce que transport fluvial, ça parle à beaucoup de monde, mais finalement, qu'est-ce que c'est dans le détail? Le transport fluvial, quand on est à Paris, d'abord, l'image qui vient, c'est celle des bateaux-mouches. Ouais. Donc en général, des bateaux assez gros, avec des touristes étrangers qui parcourent Paris, qui regardent les monuments, il y a des commentaires. C'est ça l'image qu'on a du transport fluvial. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Bon, on trouve des bateaux à peu près partout en France, sur tous les fleuves. Garonne, sur le Rhône, dans le Nord, dans l'Est. Donc il y a des bateaux à peu près partout. On transporte évidemment des touristes tous les jours, alors pour des petites promenades. Ce qu'on sait beaucoup moins quand on est en France, c'est que on a des croisières avec hébergement. Donc tout le monde a l'image de Costa avec des bateaux des croisières énormes, fluviales. Des bateaux de croisières fluviales. Donc c'est une semaine. Et on est hébergé à bord avec des stops, des visites, des activités à bord. Donc ça se développe beaucoup en France. Et puis on transporte beaucoup de marchandises aussi. Ouais, bien sûr. Donc le fluvial, l'idée qu'il faut avoir, c'est que c'est l'alternative au transport routier. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on met en avant notre activité. Alors aujourd'hui, c'est tout petit. En France, c'est 3% des tonnes transportées, donc on ne peut pas dire que ça soit quelque chose de très visible. Mais c'est le début d'une grande aventure, puisque, évidemment, tout ça correspond à la fois à la demande des clients industriels qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, et donc ils se tournent vers le train, normal, et aussi vers le transport fluvial quand, évidemment, il y a des voies d'eau, des fleuves, des canaux, puisque chacun a en tête la carte de France, il n'y a pas non plus des rivières navigables partout sur le territoire. Dans le tiers nord de la France, on a la chance d'en avoir. Donc, utilisons ici à Paris la Seine, et partout où il y a des voies navigables, on peut les utiliser. L'impact carbone est moindre sur le transport fluvial parce qu'on fait de la masse, on transporte beaucoup, c'est ça qui permet de réduire énormément? Alors, c'est ça qui permet de réduire l'empreinte carbone, effectivement, puisque une péniche, c'est l'équivalent de 250 poids lourds. Donc c'est tout à fait considérable. Donc à chaque fois qu'on utilise une péniche au lieu d'un camion, voilà le rapport. Donc le bilan énergétique, il est très bon, effectivement. Et puis ça permet d'entrer au cœur des villes beaucoup plus facilement. Parce que personne n'a jamais vu d'embouteillage sur les fleuves ou les rivières en France. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, ça ne va pas non plus à la même vitesse. Corrigez-moi. Pas de problème de radar. Alors évidemment, ça va beaucoup moins vite. Mais il y a les écluses quand même. Il y a les écluses à franchir. Et puis il y a la vitesse qui est limitée à quelques kilomètres/heure. Donc effectivement, ça ne répond pas à tous les besoins. Le bateau, la péniche, n'est pas destiné à remplacer demain le transport routier, parce que le routier, c'est souple, c'est flexible, ça permet de livrer en porte-à-porte, etc. Ceci étant, la pénétration en ville, moi je veux juste donner un exemple. Ikea a fait le choix du transport fluvial pour livrer les particuliers dans Paris. J'avais entendu parler de ça. Depuis quelques mois, si vous habitez Paris et que vous voulez vous faire livrer,
forcément, la marchandise que vous allez recevoir, elle est passée par la Seine. Ok. Ah Donc, ouais. elle Est-ce est que arrivée... ça se ressent sur la facture des clients? Vous savez est-ce qu'il y a un surcoût de ça ou pas du tout? Ah non, il n'y a pas de surcoût. Il devrait même y avoir Un sous-coût. un sous-coût, une réduction du prix. Mais visiblement, il n'y a pas de sous-coût. Pour bateau. Voilà. Alors, en plus, les bateaux arrivent dans Paris depuis le port qui est à Gennevilliers, hein, et ensuite c'est distribué en camion électrique. D'accord. oui. Ok. Et donc c'est une solution qui est appelée à se développer pour ce qu'on appelle la distribution urbaine. Ouais, j'avais vu Voilà. que sur certains meubles, c'était même en vélo électrique avec, avec remorque qui pouvait livrer si jamais c'est possible. On n'arrête plus le progrès. Ce qui est marrant, c'est qu'on Si ce revient, type de... Pardon, excuse-moi. c'est qu'on revient juste aux premières manières de transporter des marchandises. L'Empire romain, tout ça, faisait que ça, utilisait C'est que vrai. les fleuves pour transporter ça. Et finalement, on revient à ce qu'on a utilisé il y a Et des milliers d'années. Paris a été construite sur la Seine et s'est développée C'est vrai. Pour ces raisons-là, bien sûr. oui. par le fluvial. Si on a construit le canal de l'Ourcq, le canal Saint-Denis, c'est bien pour l'activité économique de la Seine. Ah oui, c'est ça, c'est fascinant. hein. Aujourd'hui, on ne pourrait pas construire à Paris si on n'avait pas le fluvial, puisque les matériaux de construction Ouais. arrivent à 90% par bateau. Ah ouais, ça vient. C'est quoi? Ça fait le Havre Paris. Les c'est ça matériaux, ils viennent des carrières environnantes Ok. à la région parisienne. Après, ce qui vient du Havre, ce sont les conteneurs, donc les biens de grande consommation. Ouais, voilà. Ils arrivent et ils débarquent le plus souvent à Gennevilliers, et ensuite c'est repris par camion, justement, pour la distribution. Donc c'est une activité qui est appelée à se développer, parce que je disais, nous, on a une part de marché faible en France de 3%, là où dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, on est sur des parts de marché de plus de 20 à 30%. D'accord. Et au Sérieusement, tant que départ ça, des ports, au départ des ports, en réalité, on est à 50%. Ah ouais. Donc en fait, c'est la solution pour éviter la multiplication des camions sur les routes, et c'est ce que vous disiez, pour les gros volumes. Ouais, Encore c'est une ça. fois, c'est sûr que quand on va faire de la distribution de petits colis, Oui, on va pas le faire en bateau. bien sûr. Ça, c'est- Il y a les ça, c'est drones qui clair. arrivent pour ça, bien sûr. Non. Nanix. Du coup, c'est quel type de métier qu'on va retrouver dans ce milieu-là? Parce que tu parlais notamment de tout ce qui est bateau de croisière, bateau de mouche, aussi le fait de pouvoir servir de transport de marchandises. C'est quoi les autres types de métiers qu'on va trouver? On a deux types de métiers. On a Ok. d'abord les métiers embarqués. Donc ça, c'est simple. Ce sont des bateaux. Donc, ils sont opérés par des membres d'équipage. Donc, un pilote, je dirais l'équivalent du commandant en second en maritime. On a tous cette idée. On connaît tous plus le maritime que le fluvial. Il y a l'équivalent du second en maritime, c'est le timonier. Après, effectivement, il y a des matelots, des maîtres matelots. Donc, il y a toute une échelle de grades à bord pour faire fonctionner le bateau. Et puis, si on est dans le tourisme, on a des métiers aussi embarqués. On a des navigants, on appelle ça dans le jargon des navigants commerciaux, parce que il y a des animateurs. Quand on est dans les métiers du tourisme, il y a des guides, il y a des gens également à la restauration. puisque Bien sûr, ah oui, mange, évidemment. on mange beaucoup à bord des bateaux, quand Ouais. même. Hein, ça va ensemble, ça va avec le plaisir de naviguer. Voilà. Et puis, on a aussi des gens qui s'occupent du ménage à bord des bateaux de croisière, etc. Puis, on a les métiers à terre, puisque tout ça, il faut l'organiser. Donc, on a des métiers qui, en fait, sont voisins des autres secteurs d'activité. Parce que quand on prend des responsables commerciaux, des comptables, des RH, on a aussi tous ces métiers dans le transport fluvial, parce qu'il faut faire fonctionner, il y a des services support dans les Qui est entreprises. administratif, quoi. Oui, exactement. J'ai une petite question. Vas-y, vas-y. Ouais, J'ai Marie. vu que la part modale en France du transport fluvial était aux alentours de 2%, 2,1%. On avait reçu un des cadres du cluster maritime. Ouais. Ouais. Et je me demandais si vous travailliez un peu main dans la main pour faire, je sais pas, une espèce de filière entre le maritime et le fluvial, histoire d'être plus efficace, cette décarbonation. On va d'ailleurs signer dans peu de temps une convention avec le secteur maritime pour évidemment
essayer de mettre en commun nos constats, voir si on ne peut pas mettre en place des passerelles, parce qu'effectivement, dans le maritime, avec des conditions de travail qui, des fois, pèsent à partir de 30 ans, 35 ans, parce que c'est des métiers d'itinérance, il pourrait y avoir des passerelles avec le fluvial qui sont des métiers beaucoup plus sédentaires. Nous, on ne fait pas un mois de mer ou 2 mois de mer ou 3 mois de mer sans rentrer à la maison. Alors, il peut y avoir des cycles aussi, mais c'est quand même beaucoup plus sédentaire. Et on va travailler sur ces sujets-là pour pouvoir proposer à terme des parcours sur des secteurs qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas la même chose, le maritime et le fluvial, mais qui sont voisins et qui nécessitent souvent des compétences qui sont les mêmes. Donc oui, on va travailler avec le maritime. Maxime. J'ai une petite question aussi. On parlait tout à l'heure de bouchons, et effectivement, ça réglait un peu le souci, parce que sur les fleuves, il y a quand même un petit peu plus de place, c'est moins encombré. Et en même temps, effectivement, on est sur un pourcentage utilisé qui est assez faible. Vous estimez qu'il faudrait qu'on arrive à quel pourcentage de transit des marchandises pour que ce soit pas un problème, sur les fleuves pour qu'on arrive à avoir des bouchons sur les fleuves français. C'est ça. Quelle est la marge de manœuvre qu'on a, de progression? Sur les fleuves français, je vais mentionner une moyenne. On peut multiplier par 4 à 5 quand même. Le trafic sans absolument rien changer. Ah ouais, carrément. En effet. Alors, évidemment, il faut des quais d'accueil, oui, bien sûr. etc. Mais sinon, l'infrastructure, les écluses et le gabarit, la taille des voies navigables permettent d'absorber. On pourrait monter jusqu'à moins 10% sans le sentir, quoi. Ah, clairement, oui. Oui. Il y a des fleuves qui ne sont pas navigables. Oui, il y a un certain nombre de fleuves qui ne sont pas navigables. Il faut savoir, et ça, peu de gens le savent, qu'on a en France le réseau navigable le plus étendu d'Europe. Ah, quand même. Et donc, on a 8500 km de voies navigables, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et c'est même plus que l'Allemagne. Ah ouais. C'est même plus que l'Allemagne. Donc, et tout ça, c'est grâce à des aménagements ou c'est naturel? Alors, pour l'essentiel, ce sont des aménagements. Ok, d'accord. Donc, ce sont des canaux, des rivières canalisées. Non, c'est le fait de l'homme. Et donc, ce potentiel, en fait, aujourd'hui, il est complètement sous-exploité. Ouais, j'avoue, ça avait taffé, on a laissé. Nanix? On va rester sur le côté métier. Les formations, du coup, pour ces métiers-là, combien d'années, quel type de formation, d'études qu'il faut suivre, du coup? Alors, c'est assez variable en fonction, je disais tout à l'heure, je parlais des membres d'équipage, donc je disais, il y a des grades. Donc, c'est sûr que si on veut rentrer comme matelot, c'est une formation extrêmement courte. C'est-à-dire qu'on peut, au bout de 1 semaine, 15 jours de formation, être opérationnel. C'est extrêmement court, en effet. Et commencer à travailler sur un bateau. Bon, après, on fait vite le tour de la fonction, sauf à changer d'entreprise, à changer un peu d'environnement. Des métiers très riches, mais qui permettent de progresser. Pour progresser, c'est pas compliqué. Il faut accumuler de l'expérience de navigation. C'est ça. Et le métier, il s'apprend comme ça. Donc, il faut accepter de passer du temps à bord des bateaux, de regarder comment les autres font. Alors, il faut passer des examens, mais ce ne sont pas des examens d'une grande difficulté, et ça pousse à l'évolution de carrière assez vite. Et donc, on peut estimer en 2 ans, 3 ans maximum, être pilote de bateau, sans avoir nécessairement fait des études très très longues. Mais il y aura un permis à passer pour... Alors, il y a un permis, il y a des examens pour tous les grades. Et si on veut piloter le bateau, oui, il faut un permis, pratique et théorique aussi. Parce que la navigation sur un fleuve, contrairement à ce qu'on pense, c'est très dur. Quelque chose d'assez difficile. Oui. Pourquoi? Moi, ça me paraît plus difficile que quand il y a la mer et je peux aller où je veux. Il y a eu l'Armada il n'y a pas longtemps. La question se posait pour certains bateaux de est-ce qu'ils vont passer sous certains ponts. Enfin, c'est d'accord. un délire. Hein. Parce que le danger, comme on dit en maritime, le danger, il est à terre. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand on est en bateau en haute mer, normalement, ça va. Sur nos fleuves, on a toujours un pont, un quai, du courant, du vent. Et tout ça, ça a une influence sur la navigation. Ça s'apprend.
mais il faut de l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut largement apprendre en faisant. Après, il y a des validations, comme dans tous les parcours professionnels, et on progresse. Je suis désolée, il y a une question du chat qui est exceptionnelle, deux, et je vais les réunir. La première, c'est Alcyon qui demande si la sécheresse telle qu'on l'a vu l'année dernière a impacté le trafic fluvial. Et je complète avec Greg Givu qui dit est-ce que le changement climatique peut faire monter les eaux, altérer nos capacités fluviales, et est-ce que les écluses sont-elles adaptées à ce changement galopant? Toutes ces questions sont sur le même thème, elles sont toutes pertinentes. Oui, le changement climatique va avoir un effet sur notre réseau de fleuves, de rivières et de canaux. Simplement, ça se gère. Et on a en France de très bons ingénieurs dans ces domaines-là. Donc ça suppose de travailler sur les ouvrages d'art, les barrages de rétention, etc. Mais on est soumis aux aléas climatiques et on va avoir de plus en plus d'épisodes climatiques qui vont toucher probablement les voies navigables. Mais on a cette chance dans notre pays d'avoir un réseau qui est aujourd'hui bien équipé, qui permet de faire face à ces aléas et sur lequel, moi je pense, et c'est le pari qu'on fait quand on défend cette profession, on pense que les politiques vont nous accompagner dans notre développement et vont faire ce qu'il faut. Parce que l'eau qui coule dans les fleuves et dans les canaux, c'est l'eau que nous buvons à 50%, je rappelle. C'est l'eau qui sert à refroidir les centrales nucléaires. C'est l'eau qui sert à alimenter les usines, quelles qu'elles soient. En France, on a besoin d'eau pour produire. On parle beaucoup de réindustrialisation. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas produire. Donc ça se gère. Ça veut dire qu'il faut à la fois l'économiser, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de besoins. Et puis, il y a des périodes de sécheresse. Il faut l'économiser. Mais il faut surtout l'utiliser intelligemment. C'est ça le défi. Et je pense que tous ces secteurs économiques que j'ai cités, ils vivent de l'eau, grâce à l'eau, avec l'eau, qui est une ressource de plus en plus rare. Mais moi, je suis très confiant sur le fait qu'on y arrive. Pas mal de questions encore par rapport à ça, et ensuite je te laisse continuer, Nanix. Mais ça pose une question de Xareo sur le chat. Est-ce que le trafic fluvial impacte la pollution et la qualité de l'eau des fleuves? Oui, non. Alors, là aussi, bonne question. Oui, bien sûr, mais de la même manière qu'un camion qui roule sur l'autoroute émet des gaz à effet de serre, etc. Donc, nous, je le disais tout à l'heure, on raisonne beaucoup par comparaison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met une tonne de marchandises sur le fleuve plutôt que sur la route, on divise par 4 à 5 l'empreinte environnementale de la tonne de marchandises qui est transportée. Donc déjà, nous, quand on nous parlait l'année dernière de modération énergétique, on disait, on a une solution, donnez-nous vos marchandises à transporter, on va faire des économies. Mais la réponse n'est pas complète. Je veux dire, bien sûr qu'on va vers le zéro carbone dans le fluvial. On serait totalement irresponsable si on ne travaillait pas sur la motorisation. Notre objectif, c'est à très court terme d'avoir des motorisations d'abord hybrides, ensuite totalement décarbonées, c'est-à-dire aujourd'hui... Électrification de quai... Électrique, avec une technologie plutôt vers le d'hydrogène, ou plutôt vers... Ça semble être la direction que ça prend aujourd'hui. Nous, on est très prudents parce que notre secteur est composé de toutes petites entreprises. Bien sûr, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'on fait un choix technologique... ça impacte direct, ça peut tout couler, quoi. Donc, nous, on a des solutions de court terme qui sont l'hybridation, qui sont les biocarburants, auxquels on croit beaucoup, encore une fois, à notre échelle. Je ne pense pas que ce soit une solution globale, tout le monde le dit, parce que des biocarburants, c'est d'abord du bio, donc c'est des arbitrages. Mais à l'échelle du fluvial, on peut passer assez vite au biocarburant. Donc on travaille beaucoup là-dessus, ça avance assez vite. Je dirais là, on a un plan d'électrification de nos bateaux pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine.
Donc on va avoir sur la petite centaine de bateaux, on va en avoir 40 qui sont des bateaux green. Ouf. Ces bateaux, ils n'existaient pas il y a 3 ans. Donc, vous voyez la vitesse c'est juste pour illustrer, parce que tout le monde dit, oui, on verdit, évidemment, c'est notre préoccupation. Non, nous, on le fait, et on a des chiffres, et on le verra en juillet 2024. Alors justement, petite anecdote, Nanix, ouais, par rapport à la cérémonie au JO. Oui, par rapport à la cérémonie d'ouverture. Comment ça va se passer pour vous, du coup? Bien. Bien, parce que nous, on a déjà gagné les Jeux Olympiques, puisque on a la chance de pouvoir participer à la parade avec nos bateaux. Ah ouais. C'est quand même assez exceptionnel. Ça n'a jamais été fait, bien sûr. Donc, on est extrêmement fiers. Hein, c'est un sacré défi aussi, du coup. Mais voilà, ça fait un petit peu peur. Donc, on a une centaine de bateaux engagés. Je rappelle qu'il y a 1500 athlètes qui vont faire la parade. Ouais. Défiler à bord des bateaux, donc on verra les bateaux, donc on n'a pas le droit de se rater. Voilà. Grosse pression. Grosse pression. Il y a déjà des répétitions, tout ça? Il y a des répétitions. Il y a d'ailleurs on en a vu, je crois, il y a une le semaine. 17 juillet matin, il y a une grande répétition. Ok. J'ai pas besoin de répéter. Ok. Le 17 juillet matin, il y a un premier test event. Sur la scène, même sur le trajet prévu. Okay. Avec beaucoup moins de bateaux, hein, bien sûr, puisqu'on fait d'abord le test. On ne va pas bloquer le tout. Donc, effectivement, ça suppose formation des pilotes, encadrement, préparation, adaptation aussi parfois de certains bateaux, parce que l'idée, c'est qu'on voit les athlètes à l'extérieur sur les ponts, donc il va pouvoir les filmer. Donc voilà, et puis on attend. Ça va être fou. En vrai, ça va être magnifique. Ça va forcément être magnifique. On attend de belles images. Ouais. On attend évidemment qu'on voit les bateaux et que ça donne des idées. Voilà, peut-être d'autres parades dans d'autres villes du monde, qu'on ait encore plus de touristes à bord de nos bateaux et que ça donne envie de venir travailler à bord. Puisqu'il y a une vraie culture, une vraie ambiance au travail à bord des bateaux. C'est vraiment pas un secteur comme les autres. En général, quand on rentre dans ce secteur, on n'en sort d'ailleurs jamais. C'est la passion, évidemment. Ce qui est bon signe. Oui. Ce qui est vraiment bon signe. Marie ? J'ai une petite question. En 2018, on parlait des taxis volants sur la Seine, les Sea Bubbles. Donc j'imagine qu'il y a d'autres aussi compagnies qui ont peut-être abordé ce sujet-là. On n'en entend plus trop parler à l'heure où les JO arrivent et on a un vrai besoin de mobilité alternative puisqu'il n'y a plus les trottinettes en libre-service. On sait qu'il va y avoir des métros qui ne seront pas livrés à temps, etc. Donc, il va y avoir un problème de mobilité. Est-ce que la question se pose toujours de transporter des gens sur la Seine et à bord de quoi ? Oui, alors évidemment, la question se pose toujours. Je vais juste donner un chiffre. Il y a plus de 15 millions de personnes qui utilisent les bateaux pour leur mobilité du quotidien en France. Donc c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité du côté de Strasbourg, en Seine-Maritime sur la Seine, vous connaissez tous les bacs. Ouais. Canal Saint-Denis, pour aller au parc du Millénaire, vous avez les navettes ICAD. Ouais. Vous avez les bateaux-bus à Paris, il y a un peu moins d'une dizaine d'escales. À Lyon, à Nantes, on peut prendre le bateau pour aller bosser. Donc, enfin, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que ça va se développer ? Oui, ça peut probablement se développer. Le sujet, c'est qu'on n'ira jamais aussi vite en bateau qu'on peut aller à vélo, trottinette électrique, à vélo, en métro. Ouais. Donc, il y a quand même une contrainte. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de franchir un obstacle naturel, parce qu'il n'y a pas de pont, c'est super. Je veux dire, c'est la solution. On prend le bateau pour traverser. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Partout où ça s'est développé, c'est parce qu'il y avait un manque de pont, parce que les rivières, c'est aussi un obstacle naturel. Après, pour aller d'un point A à un point B en suivant le lit du fleuve, il vaut mieux prendre le métro ou le RER. Hein.
en réalité. Donc c'est une solution d'appoint. Il y a des prestataires qui sont en train de se positionner aujourd'hui, notamment à Paris, mais pas que. Nous, on soutient ces initiatives parce que ça fait partie du transport fluvial, ça fait connaître notre activité et effectivement, ça participe du service public. Mais je ne crois pas qu'on verra de bateaux volants de sitôt sur la Seine. M'étonnerait voilà, aussi. pour enlever les ponts. Alors, Alix, pour conclure, parce qu'on arrive déjà au terme. Peut-être une dernière anecdote. Interview, ouais. Une livraison d'un objet bizarre, le sapin de l'Élysée. Alors on transporte plein de choses très bizarres. Ok. Mais il y en a une qui est encore plus bizarre que les autres, c'est que effectivement chaque année, au mois de décembre, on transporte le sapin de Noël de l'Élysée depuis Lyon jusqu'au port des Champs-Élysées, donc au pied des Champs-Élysées. Puis après, c'est transporté par camion parce qu'il faut faire les derniers mètres avec le sapin. Mais on a transporté des parties de voûte de Notre-Dame récemment. Là, on envisage de transporter la charpente de Notre-Dame. Et puis, on transporte des bouts de la fusée Ariane très régulièrement sur la Seine pour Kourou. Des meubles des meubles Ikea, des morceaux d'A380 d'Airbus, normal. des choses en fait qu'on peut pas sur la route, c'est un convoi exceptionnel, c'est relou. Autrement, mais là aussi, on parlait des jeux, mais c'est une vraie fierté quand on se dit voilà, alors le sapin de Noël, c'est pour l'anecdote, mais c'est plutôt sympa. Et quand on se dit qu'on a aider à transporter la fusée Ariane. Quand on la regarde décoller, on se dit, on est fiers aussi. On a participé à ça. On a participé à ça. Tout à fait. Pour conclure, Nanix, du coup. Et pour conclure, peut-être que je parle un petit peu d'Opco. Tout à fait. Donc Opco, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je me répète encore une fois, opérateur de compétences qui intervient dans le domaine de la formation professionnelle auprès des entreprises de la mobilité. Donc du coup, on est avec Didier Léandri, donc on parle de transport fluvial, on parle aussi de bateaux de croisière, on a parlé de déménagement, on a parlé aussi de carrosserie, on a parlé d'entretien de véhicules aussi au sein de la mobilité. Et c'est important parce que si les véhicules ne sont pas entretenus, ils ne peuvent pas rouler et donc pas de mobilité. Forcément, je rappelle évidemment qu'Opco aide aussi à l'alternance et la formation des différents salariés de ces entreprises. De toute façon, il y a un lien qui est épinglé en haut de ton chat, normalement, Ken, qui renvoie évidemment vers le site Opco Mobilité. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait plaisir et merci infiniment, Didier, d'avoir été notre invité ici. C'est un gros planning chargé. Merci d'avoir été avec nous. C'était très sympa. Très plaisir. J'espère que tu as apprécié ça. On a appris beaucoup de choses. J'espère. Sincèrement, j'espère avec grand plaisir. Bon courage pour les JO. Exactement. Bon courage pour les JO. On va passer à la suite de cette émission. Et c'est évidemment l'arrêt au stand avec non seulement les 24 heures du Mans, mais aussi le Grand Prix de Formule 1. C'était Romain, c'est parti.